va être honnête. Qui ici a vraiment aimé l'école? Pas juste le fait de retrouver ses potes à la récré, ni le sentiment d'avoir réussi un contrôle sans trop t'avoir révisé. Je parle de l'expérience scolaire en elle-même. Ces cours interminables où tu luttais contre l'endormissement, ces manuels scolaires qui est aussi engageant qu'un mode d'emploi de micro-ondes, ces profs qui balançaient leurs leçons sans trop se demander si quelqu'un suivait encore. L'école, dans sa forme actuelle, n'a pratiquement pas changé depuis un siècle. Alors que, dans le même laps de temps, on est passé du télégraphe au smartphone pliable, de la radio à la télé-réalité virtuelle, de l'analphabétisme de masse à une explosion d'accès du savoir via Internet. Et pourtant, notre manière d'enseigner, elle, est restée coincée quelque part entre le 19e et le 20e siècle. Mais ça, c'est peut-être en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est en train de flirter avec la science-fiction. On parle de métavers éducatif, où les élèves suivent un cours d'histoire en marchant dans la Rome antique en VR, d'intelligence artificielle qui deviennent de vrais tuteurs, capables de s'adapter et d'adapter leur enseignement à chaque élève, d'identifier leurs blocages, de corriger leurs exercices en temps réel, de manuels scolaires interactifs qui ne se contentent plus d'être de vulgaires PDF, mais deviennent des expériences immersives, animées et engageantes. Et là, on a deux options. Soit on s'extasie, on s'imagine un futur où apprendre devient un plaisir, où les inégalités d'accès au savoir sont réduites, où chaque élève bénéficie d'un enseignement sur mesure. Soit on flippe parce que ces évolutions pourraient aussi bien déshumaniser totalement l'apprentissage, rendre les profs obsolètes, transformer l'école en usine à algorithmes où l'éducation devient une simple suite de données à optimiser. Alors cette révolution éducative, c'est un rêve ou un cauchemar? Dans cet épisode, on va décortiquer cette transformation. D'abord en regardant ce que vaut réellement l'apprentissage en réalité virtuelle et en métavers. Est-ce un game changer ou juste un gadget cool mais inutile? Ensuite, on s'interrogera sur l'intelligence artificielle dans l'éducation. Est-ce qu'un chatbot peut vraiment remplacer un prof? Spoiler, non. Mais il pourrait bien être plus qu'un simple assistant. Et surtout, on va s'amuser à imaginer ce qui pourrait révolutionner l'apprentissage, parce que malgré toutes les avancées, il manque encore des pièces essentielles pour que l'IA et la technologie soient réellement utiles à l'éducation. Bref, on est peut-être à l'aube de la plus grande transformation éducative de l'histoire moderne, mais reste à savoir si cette transformation sera un progrès ou juste une illusion high-tech de plus. Accrochez-vous à votre café, parce que cet épisode ne va pas être une simple leçon de morale sur l'avenir de l'éducation. Bienvenue dans Cappuccino et Croissant, aujourd'hui on plonge dans l'école du futur. Allez, c'est parti. Quand on parle du métavers dans l'éducation, il y a deux réactions possibles. Soit on s'imagine un futur ultra stylé, digne d'un film de science-fiction où les élèves assistent à un cours d'histoire en marchant virtuellement dans les rues de la Rome antique, où un professeur d'astronomie t'emmène explorer le système solaire en VR, où les dissections de grenouilles en SVT se font sans condamner une seule pauvre bestiole. Soit on voit ça comme un énième lubie technologique, un projet qui va coûter des millions et finir comme les tableaux interactifs dans les écoles, sous-exploités, oubliés et relégués au fond de la classe sous une couche de poussière. Mais au-delà du fantasme ou du scepticisme, est-ce que l'apprentissage en réalité virtuelle a un vrai potentiel éducatif ? Le métavers en éducation, c'est une promesse. En théorie, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont des arguments solides pour révolutionner l'apprentissage. Une immersion totale, on apprend mieux en vivant une expérience qu'en la lisant dans un manuel. Imagine un cours d'histoire où tu peux littéralement explorer la Rome antique, te balader sur un champ de bataille médiéval ou assister à un discours historique en tant que spectateur virtuel. C'est bien plus marquant qu'une simple leçon magistrale. Un apprentissage interactif et expérimentiel, fini les démonstrations théoriques barbantes, en physique ou en chimie, on pourrait expérimenter des concepts abstraits de manière concrète, tester la gravité sur différentes planètes, observer une réaction chimique de l'intérieur d'une molécule. Et une accessibilité accrue. Des élèves qui ne peuvent pas se déplacer physiquement jusqu'à une salle de classe, pour des raisons de santé ou de distance, pourraient assister à des cours en immersion totale, interagir avec leurs camarades et enseignants comme s'ils y étaient. Sur le papier, c'est séduisant. Très séduisant même. Mais le problème, c'est que la promesse du métavers éducatif se heurte à des limites très concrètes. La réalité du terrain, c'est pourquoi ça coince. En premier, on a une fracture numérique qui ne fait que s'agrandir. L'idée d'un apprentissage en VR est alléchante, pour ceux qui peuvent se le permettre. Parce que soyons réalistes, aujourd'hui, équiper chaque élève avec un casque VR, des capteurs et une connexion Internet ultra rapide, c'est hors de portée pour la majorité des écoles. Déjà qu'il y a encore des classes où les élèves doivent partager un manuel pour deux, alors un casque à 400 € par tête, on repassera.
Ensuite, il y a la fatigue cognitive et la charge mentale. La VR, c'est cool, mais c'est intense. Passer 5 à 6 heures par jour avec un casque sur la tête, personne n'a envie de ça. La surcharge sensorielle, les risques de maux de tête, la fatigue visuelle, ça ne fait pas rêver. Le cerveau a besoin de pauses, de variété, d'interactions physiques réelles. Le risque, c'est qu'à force d'être plongé dans un environnement artificiel, les élèves se déconnectent totalement de la réalité. Ensuite, on a la gadgetisation du savoir. C'est bien beau d'avoir des outils immersifs, mais un bon apprentissage ne repose pas que sur la technologie. Aujourd'hui, beaucoup d'expériences en VR sont sympas, mais creuses. Avoir une animation 3D d'un corps humain, c'est impressionnant. Mais si on n'a pas de vrai cadre pédagogique derrière, on oublie l'information en 10 minutes. Explorer une simulation de la Seconde Guerre mondiale, c'est immersif, mais si on ne réfléchit pas aux enjeux derrière, ça devient du simple divertissement. Le métavers ne peut pas remplacer une pédagogie bien pensée. Il peut l'améliorer, l'enrichir, mais à condition d'être utilisé intelligemment. Alors, révolution ou simple gadget? Si on prend un peu de recul, le métavers éducatif a un vrai potentiel, mais à trois conditions. La première, que ce soit un outil complémentaire et pas une substitution. L'éducation, c'est aussi le contact humain, la discussion, la réflexion collective. Une salle de classe, ce n'est pas juste un lieu d'apprentissage, c'est un espace d'interaction sociale. Si la VR devient juste un prétexte pour coller les élèves dans des bulles virtuelles isolées, on a tout raté. En second, que l'accessibilité ne soit pas réservée à une élite. Aujourd'hui, les outils VR en éducation sont surtout développés par des entreprises privées, avec une logique de rentabilité. Si le métavers devient un luxe réservé aux écoles riches, il va renforcer les inégalités au lieu de les réduire. Et en troisième, que la pédagogie soit au cœur du dispositif. Avoir de la technologie, c'est bien. Avoir une vraie réflexion pédagogique derrière, c'est mieux. Un cours immersif sans méthodologie efficace, c'est juste un gadget flashy qui amuse 5 minutes avant d'être oublié. Alors le métavers dans l'éducation, c'est un game changer. Potentiellement oui, mais aujourd'hui c'est surtout un concept qui en est encore au stade d'expérimentation. Si on veut vraiment voir un changement significatif, il va falloir sortir du simple effet waouh et repenser comment on enseigne avec ces outils. Mais si la VR et le métavers éducatif ne sont pas encore prêts à tout révolutionner, l'intelligence artificielle, elle, est déjà en train de s'infiltrer dans les méthodes d'apprentissage. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain segment. Maintenant qu'on a parlé du métavers, passons à l'autre révolution annoncée de l'éducation, l'intelligence artificielle. On nous promet qu'avec l'IA, tout va devenir plus fluide, plus efficace, plus intelligent. Un enseignement adapté à chaque élève, des profs assistés par des outils ultra performants, des élèves qui n'ont plus jamais à attendre une réponse parce qu'une IA sera toujours là, prête à expliquer n'importe quel concept en quelques secondes. Sauf qu'en vrai, on est encore très loin de cette utopie. Parce qu'aujourd'hui, l'IA dans l'éducation est présente, oui, mais elle est mal utilisée, mal pensée, et surtout, elle repose sur une vision ultra limitée de l'apprentissage. Déjà, il faut comprendre que l'IA dans l'éducation se résume à 3 grandes catégories d'outils. Première catégorie, les chatbots éducatifs. Des IA censés répondre aux questions des élèves à la volée. Tu tapes "explique-moi la photosynthèse" et hop, l'IA te pond un paragraphe détaillé. Problème, elle ne fait que reformuler ce qui existe déjà sur Internet. C'est un Google boosté, pas un professeur. Elle balance une réponse, mais sans s'assurer que l'élève a compris. Aucune nuance, aucune pédagogie, aucun suivi. Pire encore, elle peut totalement se tromper. L'IA n'a pas de bon sens. Elle ne sait pas quand elle dit n'importe quoi. Si elle t'exprime une exploration avec une erreur dès la première ligne, elle ne va pas rectifier d'elle-même. Et ça, c'est dangereux. Parce que si personne ne vérifie derrière, l'élève va apprendre quelque chose de faux en toute confiance. Deuxième catégorie, les plateformes d'apprentissage adaptatif. Des systèmes comme Khan Academy AI, Squirrel AI en Chine, Carnegie Learning aux États-Unis, qui analysent les erreurs des élèves et leur proposent des exercices de plus en plus adaptés à leur niveau. Ça, c'est une vraie avancée. Mais elle est encore très imparfaite. Ces IA ajustent la difficulté, oui, mais pas dans la pédagogie. Elles partent du principe que si un élève se trompe, c'est juste qu'il a besoin d'un exercice plus simple ou d'un autre exemple. Sauf que parfois, ce n'est pas la difficulté du sujet qui bloque, c'est la manière dont il est expliqué. Un élève visuel ne va pas comprendre un concept qui lui est uniquement écrit en texte. Un élève qui a la mémoire auditive retiendra mieux s'il entend une explication qu'en la lisant. Un élève qui a du mal avec l'abstraction aura besoin d'une analogie concrète. Et ça, ces IA ne le prennent pas en compte. Elles partent du principe que tous les élèves apprennent de la même manière et qu'il suffit juste de répéter l'explication avec d'autres mots pour que ça passe. Ça vous rappelle rien? Bon. Alors qu'un vrai professeur, lui, enfin certains, peut voir que l'élève bloque et s'adapter en conséquence, quand il prend le temps de le faire du moins.
Troisième catégorie, les IA qui assistent les profs. Là, on parle d'outils qui génèrent automatiquement des exercices, corrigent des copies et rédigent des plans de cours. Ça, c'est pratique, ça fait gagner du temps, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Ça automatise les tâches, mais ça ne change pas la pédagogie. En fait, tout l'état actuel de l'IA éducative repose sur une seule chose, l'optimisation. On a pris les mêmes méthodes d'apprentissage qu'avant et on les a rendues un peu plus efficaces et un peu plus rapides et un peu plus interactives. Mais on ne les a pas repensées en profondeur. Parce que le vrai problème, c'est que ces IA sont conçus comme des correcteurs, pas comme des éducateurs. Un bon enseignant ne se contente pas de donner une réponse. Il pose des questions, il repère les blocages invisibles, il ajuste son explication en fonction de l'élève en face de lui. Il peut voir quand un élève fait semblant d'avoir compris pour éviter de paraître bête. Il sait quand il faut insister sur un point et quand il faut changer d'approche, quand il faut rassurer au lieu d'enchaîner les exercices. L'IA, elle, ne sait rien de tout ça. Elle ne voit pas si un élève est en train de décrocher, elle ne capte pas le stress, la frustration, l'ennui. Elle ne sait pas si un élève hésite à poser une question parce qu'il a peur du jugement. Et c'est ça qui la rend fondamentalement limitée. On nous vend l'idée que l'IA va remplacer les profs, mais en réalité, elle ne fait même pas 10% du travail réel d'un enseignant. Elle peut générer des exercices, elle peut corriger des erreurs, elle peut expliquer un concept avec des mots simples. Mais elle ne motive pas, ne soutient pas, ne pousse pas à la réflexion critique, ne guide pas les élèves vers un raisonnement autonome. Alors oui, c'est un outil intéressant, mais pour l'instant, c'est tout sauf une révolution. Et pourtant, le potentiel est énorme. Parce que si on arrêtait de voir l'IA comme un simple correcteur et qu'on commençait à concevoir comme un vrai assistant éducatif, alors là, on pourrait vraiment changer l'éducation. Mais pour ça, il faudrait oser aller plus loin, ça tombe bien, parce que dans la suite, on va justement imaginer tout ce que l'IA pourrait vraiment apporter à l'apprentissage si elle était utilisée intelligemment. Après avoir vu tout ce qui ne va pas avec l'IA éducative actuelle, passons à la partie intéressante, ce qui pourrait tout changer. Parce que si on arrête de voir l'IA comme simple outil d'optimisation et qu'on commence réellement à l'intégrer dans l'éducation, on peut imaginer des avancées qui dépoussièrent enfin ce système coincé du siècle dernier. Déjà, le plus gros game changer, ce serait un tuteur IA réellement adaptatif. Aujourd'hui, les plateformes dites intelligentes ajustent le niveau des exercices selon les erreurs des élèves. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est une IA qui s'adapte non seulement au niveau, mais aussi à la manière d'apprendre de chaque élève. Imagine une IA qui détecte si tu es visuel, auditif ou kinéstique, et qui ajuste la pédagogie en fonction. Une IA qui repère les moments de stress ou de fatigue cognitive et qui ralentit ou change d'approche au lieu de juste balancer des exercices en boucle. Et surtout, une IA qui ne se limite pas au texte. Aujourd'hui, l'apprentissage digital, c'est 90% de texte. Mais une IA vraiment innovante mixerait voix, images, animation, interaction tactile, vidéo, pour transformer chaque leçon en expérience immersive et naturelle. Parce que apprendre, ce n'est pas juste lire une définition et faire un QCM. C'est comprendre en profondeur, interagir, manipuler l'information. Et ça, l'éducation n'a toujours pas réussi à l'intégrer correctement. Mais l'IA pourrait aussi révolutionner un autre aspect complètement négligé dans l'éducation actuelle, les compétences sociales et la prise de parole. Aujourd'hui, on apprend par cœur. On bachote les formules, on révise des cours entiers, mais on ne nous apprend pas à parler, à argumenter et à convaincre. Imagine une IA qui joue un rôle de coach en communication orale, un outil capable d'analyser ta voix, ton intonation, ton rythme, ton langage corporel, et qui te donne des conseils ultra précis pour améliorer ta prise de parole. Une IA qui t'entraîne à débattre, qui te pose des contre-arguments, qui simule des négociations, des discussions, des entretiens d'embauche, parce que savoir s'exprimer avec confiance et clarté, c'est aussi essentiel que de savoir résoudre une équation. Mais si on veut parler de révolution éducative, il faut aussi réinventer les supports d'apprentissage eux-mêmes. Aujourd'hui, l'école repose encore sur des manuels scolaires classiques, figés, avec du texte et quelques images. Alors qu'on pourrait avoir des livres IA interactifs qui transforment chaque sujet en expérience vivante. Imagine une IA qui surligne automatiquement les concepts clés, qui génère des quiz intelligents en fonction de tes erreurs, qui transforme n'importe quel cours en scénario immersif, où tu plonges dans l'histoire au lieu de juste la lire. Un manuel scolaire qui t'apprend activement et pas juste un PDF déguisé en appli mobile. Et au-delà des écoles classiques, l'IA pourrait aussi rendre l'éducation accessible à ceux qui n'y ont jamais eu droit. Aujourd'hui, des millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès aux écoles, aux profs et aux infrastructures. Pourtant, est-ce qu'on ne développerait pas une IA éducative low-tech qui fonctionne sans Internet sur des appareils basiques via SMS ou radio? Une IA qui s'adapte au contenu éducatif aux dialectes locaux, qui ne te balance pas des cours formatés pour les pays occidentaux, mais qui tient compte de la culture et des besoins spécifiques de chaque région.
On pourrait littéralement créer des écoles virtuelles là où il n'y a jamais eu d'école physique. Et si on poussait encore plus loin, l'éducation d'aujourd'hui est répétitive, laborieuse, académique, alors qu'on sait très bien que l'apprentissage est 1000 fois plus efficace quand il est ludique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore une IA qui gamifie l'apprentissage en créant des scénarios éducatifs personnalisés? Une IA qui transforme chaque matière en jeu vidéo où tu évolues dans un univers interactif, où tu gagnes de l'expérience, des compétences, des niveaux en fonction de tes progrès. Parce que l'éducation actuelle tue l'engagement, alors que les jeux vidéo ont compris depuis longtemps comment garder quelqu'un impliqué pendant des heures. Imagine un système où chaque élève suit un parcours unique, avec des défis adaptés, des quêtes éducatives, qui s'ajustent à ses forces et ses faiblesses. Un apprentissage progressif et immersif. L'IA pourrait aussi changer la formation des enseignants eux-mêmes, parce qu'on parle toujours de l'apprentissage des élèves, mais qui forme les profs aux nouvelles méthodes pédagogiques? Une IA pourrait analyser en temps réel l'impact d'un cours, repérer les moments où les élèves décrochent, proposer des ajustements de pédagogie en fonction des dynamiques de la classe. Elle pourrait même générer du contenu interactif en quelques clics, créer des simulations, proposer des formations continues ultra personnalisées pour les profs, et pour qu'ils soient plus jamais laissés seuls face aux évolutions technologiques. L'éducation n'a jamais été aussi proche d'un tournant technologique majeur. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va oser faire ce saut ou est-ce qu'on va encore passer des années à bricoler un système obsolète en y ajoutant des gadgets high-tech inutiles? Et surtout, est-ce que ces avancées sont un progrès pour l'apprentissage ou est-ce qu'on est en train de transformer l'éducation en un simple produit optimisé par les algorithmes? Parce que à force d'intégrer l'IA partout, on pourrait aussi perdre ce qui fait la force de l'enseignement, l'humain. Et ça, c'est peut-être la plus grande question qu'on doit se poser aujourd'hui. Après notre petit tour du métavers, de l'IA et de toutes ces technologies qui pourraient révolutionner l'éducation, maintenant, il faut se poser une question plus fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut vraiment apprendre dans le futur? Parce que l'éducation, ce n'est pas qu'une question d'outils. Ce n'est pas parce qu'on a des IA ultra performantes et des simulateurs immersifs qu'on est forcément en train de mieux apprendre. Et si on regarde bien, il y a un vrai danger qui plane sur l'apprentissage de demain. Est-ce qu'on est en train de troquer les fondamentaux académiques pour des compétences purement technologiques? Parce que quand on voit les tendances actuelles, on pourrait croire que la réponse est oui. Aujourd'hui, de plus en plus d'écoles commencent à supprimer ou réduire certaines matières jugées moins utiles pour laisser plus de place au numérique. Moins de temps pour les lettres classiques, moins d'heures consacrées à la philosophie, à la littérature, et à sa place, plus d'apprentissage du code, plus d'initiation à la data science. Sur le papier, c'est logique. On évolue dans un monde où la technologie est omniprésente, où savoir coder peut clairement ouvrir des portes. Mais le problème, c'est que si on se concentre uniquement sur des compétences techniques, on risque d'appauvrir totalement l'esprit critique et la capacité de réfléchir. Parce que la technologie, c'est un outil. Elle évolue, elle change, elle devient obsolète. Un langage de programmation utilisé aujourd'hui ne sera peut-être plus pertinent dans 5 ans. Alors que les compétences humaines fondamentales, elles, restent valables dans n'importe quel contexte. Savoir analyser une information, structurer une pensée, argumenter, prendre du recul, ça ne devient jamais obsolète. Et pourtant, on a tendance à sous-estimer ces compétences-là, alors qu'en réalité, les savoirs fondamentaux et les nouvelles compétences numériques ne devraient pas être opposés. L'école du futur ne doit pas juste apprendre aux élèves à manipuler des outils, elle doit aussi leur apprendre à les questionner, à comprendre leurs limites, à ne pas devenir dépendants de la technologie. Parce que sinon, on va créer des générations entières qui savent utiliser l'IA, mais qui ne savent pas comment elle fonctionne, ni quelles sont ses implications. Et ça, c'est dangereux. Ce qui nous amène à une autre grande question. Quelles sont les compétences vraiment indispensables pour l'éducation de demain? Il y en a 3 qui ressortent comme absolument essentielles à mon sens. La première, c'est la pensée critique. Aujourd'hui, on vit dans une ère d'infobésité, où on est constamment bombardé d'informations, souvent contradictoires, souvent biaisées. Le problème, c'est que les nouvelles générations ne sont pas toujours préparées à trier le vrai du faux. Quand tout peut être généré par IA en quelques secondes, quand une fake news peut se propager plus vite qu'un fait vérifié, savoir questionner l'information, analyser la source, comprendre les intentions derrière, c'est devenu une compétence vitale. Et pour ça, on ne peut pas juste compter sur la technologie. Si on n'apprend pas aux élèves à se poser les bonnes questions, à croiser les sources, à exercer leur esprit critique, alors on va avoir des générations qui consomment de l'info sans jamais la remettre en question. Et ça, c'est le meilleur moyen de se faire manipuler en beauté. La deuxième compétence essentielle, c'est l'adaptabilité. Parce que le monde dans lequel on vit change à une vitesse folle. Il y a encore 10 ans, les métiers liés à la blockchain ou à l'IA générative n'existaient même pas. Dans 10 ans, il y aura des boulots qu'on n'a même pas encore imaginés. Alors apprendre un métier figé avec des compétences ultra spécialisées, c'est bien. Mais ce qu'il y a d'encore plus important, c'est d'être capable d'évoluer, de se former en continu, de s'adapter, savoir chercher la bonne information, être curieux, apprendre à apprendre.
et apprendre à évoluer et à comprendre que ce qu'on pensait être vrai aujourd'hui ou hier ne le sera pas forcément demain. Ce sera beaucoup plus utile à long terme que n'importe quel diplôme technique. Et pour ça, il faut que l'éducation arrête de formater les élèves à suivre le programme et commence à les encourager à développer leur autonomie. Ce qui nous amène à la troisième compétence clé, l'autonomie intellectuelle. Parce que le plus gros risque avec l'IA dans l'éducation, ce n'est pas qu'elle soit mal utilisée, c'est qu'elle remplace trop de choses. Si demain les élèves ont une IA qui répond instantanément à toutes leurs questions, qui leur fait leurs devoirs, qui leur mâche le travail, est-ce qu'ils vont encore développer les capacités d'analyse et de réflexion? Ou est-ce qu'on va finir avec une génération qui ne sait plus réfléchir sans assistanat technologique? C'est là qu'il faut faire très attention. L'IA peut être un outil incroyable pour accéder à l'apprentissage, mais elle ne doit jamais faire le travail à la place des élèves. Il faut trouver le bon équilibre entre utiliser la technologie pour enrichir l'apprentissage et ne pas détruire la capacité à réfléchir par soi-même. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé cet équilibre. Si l'école du futur se contente de mettre des élèves devant des écrans avec des IA qui ressurgissent, qui régurgitent du savoir mal formaté, on aura raté le coche. Parce que l'éducation, ce n'est pas juste assimiler des informations, c'est comprendre le monde, développer un regard critique, apprendre à évoluer dans un environnement en perpétuel mouvement. Et ça, aucune IA ne pourra jamais le faire à notre place. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on est en train de construire une éducation qui prépare vraiment à l'avenir, ou est-ce qu'on est juste en train de créer des élèves ultra performants en apparence, mais totalement dépendants à des machines? Et si c'est la deuxième option, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ça? On vient de traverser un panorama assez large de ce que pourrait devenir l'éducation dans les années à venir. Métavers, IA, support interactif, gamification, professeur virtuel. Sur le papier, ça fait rêver. Ou cauchemarder, ça dépend de votre bord. Un apprentissage plus immersif, plus personnalisé, plus efficace, une école qui s'adapte aux élèves et pas l'inverse, un monde où l'accès au savoir devient universel, sans barrière, sans inégalité, mais il y a aussi un risque énorme derrière ces innovations, parce qu'à force de vouloir optimiser l'éducation, on pourrait aussi l'appauvrir. On pourrait oublier que le savoir ne se résume pas à une simple transmission d'informations, que l'apprentissage c'est aussi l'échange humain, la réflexion critique, le doute, l'erreur, la discussion. Et ça, aucune IA, aucun métavers et aucune technologie ne pourra jamais le remplacer. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on veut une éducation qui devienne un jeu, une simple expérience immersive, ou est-ce qu'on veut qu'elle y reste un espace où on apprend à penser, à comprendre, à évoluer en tant qu'humain? Parce que la technologie peut être un outil incroyable, mais c'est nous qui devons décider de la manière dont on l'utilise. Si on se contente d'ajouter du digital partout sans réfléchir, on va juste déraciner l'éducation de ce qui la rend essentielle. Mais si on arrive à utiliser ces avancées intelligemment pour rendre l'apprentissage plus engageant, plus accessible, plus humain, alors là, on aura vraiment changé la donne. Alors sommes-nous prêts pour l'école du futur? Ou plutôt, sommes-nous prêts à décider de ce que nous voulons vraiment faire? C'est là que j'ai besoin de vous. Votre avis compte. Dites-moi ce que vous en pensez de ces évolutions. Est-ce que vous trouvez ça excitant ou inquiétant? Est-ce qu'on va vers un système plus efficace ou plus déshumanisé? Continuez la discussion sur les réseaux sociaux. Je veux vos retours, vos réflexions, vos expériences. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez une note et un commentaire. Ça m'aide énormément à le faire grandir. Rendez-vous sur capcroissantmedia.com pour retrouver les goodies du podcast et mes livres. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout, restez curieux. À très bientôt dans Cappuccino et Croissant. Allez, salut!